Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 17e numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui. Bien évidemment, on reviendra sur les faits marquants de l'actualité qui ont marqué le week-end, à commencer par la 4e édition des Algerian Olympic and Sports Awards. Lamia Matoub et Riyad Mahrez choisis meilleur athlète de l'année 2018. La sélection nationale militaire domine le championnat national de lutte associé à la coupole Mohamed Boudiaf en raflant 13 titres. Cross Cherdiwi de Tizi Ouzou, domination éthiopienne chez les deux sexes. Et on reviendra également sur les 16e de finale de Dame Coupe en basketball avec l'OS Borj qui remporte le derby face à l'IR Borj et un tour plutôt marqué par 4 forfaits. Et puis en handball, qualification historique pour la JS Saoura pour le tournoi playoff. Tout cela comme chaque lundi avec nos invités et notre consultant maison Nordine Hani qu'on retrouve avec grand plaisir. Mais une fois n'est pas coutume, c'est vous qui allez présenter l'invité. Je n'oserais pas le faire à votre place puisque vous le connaissez mieux que moi. Avec plaisir, Mortal. Donc, bonsoir Mortal, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, l'invité de ce soir, tout d'abord, on a un grand point commun, c'est notre passion. On a tous les deux une passion, celle de la petite balle, la balle, le handball. Une passion qu'on a connue dans un même endroit, le lycée El Idrissi d'Alger, qui a donné énormément de handballeurs, de grands handballeurs. Il a été également mon capitaine en équipe nationale. Il a été un adversaire. Parce qu'il jouait à DNC Alger, moi j'étais au Nadit, les fameux matchs DNC Nadit. C'est plus la peine d'annoncer le nom. Perdurer le suspense là. Absolument. Et puis donc c'est quelqu'un qui a reçu dernièrement, donc cette semaine, une distinction. Enfin, il l'a mérité pour toute sa carrière, de par le comité olympique. Donc l'invité de ce soir, c'est tout simplement, on lui souhaite la bienvenue, oui. On le remercie d'être là, et c'est donc Amara Lounès. Voilà, Amara Lounès, docteur Amara Lounès, ex-star du handball algérien. C'est bien vous, hein? Oui, c'est bien moi. Vous êtes ici présent et c'est un honneur que vous soyez parmi nous. Et surtout, vous êtes ici pour nous parler de cette distinction et on va revenir sur votre riche carrière. Bonsoir, monsieur Amara. Bonsoir, merci de m'avoir invité, de m'avoir fait cet honneur. Et je suis même très content d'être avec vous pour éventuellement échanger sur quelques informations me concernant ou concernant le sport en général. Surtout pour les jeunes qui ne connaissent pas M. Amara Lounès, ex-star du handball algérien, l'âge d'or du handball algérien, on va dire l'époque des Lamjadani, des Bouzrar. Vous avez vécu cette époque? Il serait trop lent à être cité. Lounès, c'est quand même c'était notre idole, hein. On était un peu plus jeune que lui, pas beaucoup, un peu plus, oui. Mais c'était quand même, on allait le voir avec plaisir. Il jouait avec les frères Bouzrar, avec Ben Abdallah, donc c'était la grande équipe de la DNC Alger. Et puis en face, il y avait tout le temps, donc il y avait pas que le DNC, hein. Il y avait Annaba qui avait une bonne équipe, Stigda et tout, mais Lounès reste quand même Lounès Amara, quelqu'un qui a beaucoup donné en handball algérien. Et c'est cette génération, il ne faut pas mentir aux gens, c'est cette génération qui a fait que le handball a commencé à percer. C'était le grand boom du handball algérien. Il ne faut pas oublier que cette génération a fait les premiers championnats du monde, c'était en 1974 en Allemagne. C'est bien ça, c'était en Allemagne. Absolument. En Allemagne de l'Est. Voilà. Et nous avons fait bien sûr on est rentré un petit peu difficilement parce que c'était le handball, c'était à très haut niveau. Nous n'étions pas encore bien habitués à confronter ce genre de nation qui maîtrisait très très bien ce sport. Mais par contre, au niveau africain, ça a été le début de la percée de l'Algérie sur le continent africain. Et au niveau du comité olympique, il y a des gens qui connaissent parfaitement votre personne, qui a donné beaucoup de satisfaction au handball algérien, notamment lors des années 70-80. Qu'est-ce que ça vous fait d'être primé par le comité olympique algérien déjà? Eh bien, ça a été une agréable surprise. Malheureusement un peu tardive, mais enfin, comme je tiens à le dire aussi, parce qu'il y a une petite... comment dirais-je, un petit malentendu, parce que dans certains médias on aurait offert cette distinction à titre posthume.
Et je compte rassurer mes amis et ma famille que je suis toujours là, et bien vivant. Alhamdoulilah. On n'a jamais évité ce fantôme. Il faut bien rappeler qu'il y a eu deux figures qui ont été honorées à titre posthume. Il s'agit de M. Mustafa Mabad, l'ancien judoka, bien évidemment, et Tahar Ben Farhat du football, décédé récemment, alors que vous, pour l'ensemble de votre carrière, vous avez été honoré et vous êtes bien vivant, alhamdoulilah, et toi la marque, comme dirait l'autre. On va revenir tout d'abord sur cette soirée marquée par... on va revenir sur votre carrière, bien évidemment, mais tout d'abord sur la distinction offerte à Riyad Mahrez et Lamia Matoub qui a mérité son titre puisqu'elle est tout simplement médaillée de bronze au dernier championnat du monde de karaté à Madrid. Hani? Oui, donc c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pas les premiers résultats qu'elle fait. Donc, elle a eu des résultats très performants. Donc, au niveau mondial. Donc, au cours de la saison, c'était la meilleure. Hein, au niveau des filles, c'était la meilleure. Personne n'a réussi à égaler les performances qu'elle a faites. Donc, concernant voilà. Et Riyad Mahrez. Beaucoup de gens ont dit, surtout les sportifs, qu'il y avait d'autres sportifs qui méritaient peut-être cette première place, mais c'était un choix, le choix du comité olympique. Oui, donc pour Riyad Mahrez, il ne faut pas oublier qu'il y a déjà le ballon d'or, donc ils ont déjà des distinctions, les footballeurs. Donc ça fait qu'on parle beaucoup football. Riyad Mahrez a fait pour l'équipe nationale, certes, mais il y a d'autres disciplines qu'on appelle mineures, mais qui ont donné beaucoup de satisfaction cette année. Je pense que le comité olympique algérien aurait dû prendre une autre discipline que le football. Et commencer par les premiers sports olympiques. Absolument, absolument. Il y a une 13e performance mondiale pour la Houlou sur le 400 mètres haies. Il y a une 5e performance mondiale en 2018 pour le nageur Oussama Shanoun et un titre de champion de France. Et il y a 2 médailles d'argent également pour les lutteurs Sida Azara Bachir et Andem Boujemlin également au dernier jeu méditerranéen. Donc c'était un choix un petit peu contesté par des sportifs, mais le choix de la commission qui a été installée pour choisir. De toute façon, nous avons tenté de vous présenter le meilleur de la soirée et surtout avoir comme invité l'un des moments forts de cette soirée, c'est la distinction pour Monsieur Lounès Amara. On va revenir donc sur ce qui a fait votre carrière durant les années 70. C'est une période totalement différente par rapport à celle qu'on vit aujourd'hui. C'était pratiquement le vrai sport qu'on pratiquait. Oui, pas se le cacher. Je tiens à préciser que c'était le sport pour le sport. On pratiquait le sport pour le sport, c'est-à-dire même quand on était en équipe nationale, c'était pour représenter la nation. Il n'y avait aucune rémunération, ni quoi que ce soit. On a les débuts, les années fin 60, parce que mon premier titre, c'est champion maghrébin en 1969 à Rabat. Oui. Et j'étais d'ailleurs, c'était à 15 jours du baccalauréat. J'ai quand même fait un sacrifice en y allant, parce que bon, ça a bloqué un petit peu mes révisions, mais enfin, on peut toujours, quand on veut, allier le sport et les études. Tu as commencé par le CRB. Oui, j'ai commencé d'abord au groupe laïque. Au groupe laïque, avec comme ceux qu'on appelait monsieur et papa et maman Ferrari. Ferrari, ouais. C'était en 64, 65, jusqu'en 66. Ensuite, après l'indépendance, oui. Oui, et ensuite je suis retourné au CRB, parce que c'est mon quartier. Et là, ça a été difficile, hein. Ça a été très difficile parce qu'il y avait des grands noms aussi au CRB, et il y avait même beaucoup de Français qui sont restés, qui pratiquaient, comme les frères Legrand, Raymond. Il y avait Bébiche. Il y avait Srer Judy. Il y avait aussi le fameux commandant des pompiers. J'ai oublié son nom. Voilà, c'est oui, la nostalgie. C'est un peu vieux, tout ça, donc... mais ça a été aussi mon premier titre. J'étais junior, 2e année, où j'ai gagné la première coupe d'Algérie de handball. En ce qui concerne le CRB, on a battu la grande équipe de l'USM Annaba, avec les Larbaoui, l'Amdjadani, Chebira,
Et il manque que les images là. On va voir quelques extraits d'un long reportage que vous a consacré notre ami Abdelrazak Dakar, qu'on salue au passage, et avec l'aide de Wahib Abdelhawa, on va avoir quelques images de votre carrière lorsque vous étiez compétitif, et tout de suite on va constater le gros bras que vous aviez à l'époque, avec Faudel, s'il vous plaît, au niveau des images. Voilà, ça c'est des images d'archives, vous allez les commenter, allez-y. Alors ça, il y avait Bouzrar, là, à droite. Ça, c'était Ognouni, non? Oui, c'est le... Non, ah, non, non. C'est pas le stade Ognouni. Ah, c'est... Non, non, parce que je ne pense pas que ce soit le stade Ognouni. Non, non, parce qu'il y a un mur derrière. Ça, c'est le numéro 7, je crois que c'est, comment il s'appelle, Bourras. Et là, si je me souviens bien. Ah, c'est Hacha. Ah, là, c'est Hacha. 75. 1975, ouais, les Jeux méditerranéens, avec Ben Hamza comme pivot. Sayad à l'aile gauche, là, c'est toujours la salle Hacha. La salle Hacha a ramené énormément de choses au handball algérien. C'est le temple du sport algérien. C'est le temple, oui, c'est le temple. À un moment donné, quand il y a eu le fameux incendie, nous étions très 2001, très peinés. Ça a été parce qu'elle a été fermée pendant longtemps, et ensuite on lui a donné une autre destination. Elle a perdu son âme. Voilà, elle a perdu son âme, malheureusement. Ça c'est 78, le dernier but que j'ai marqué aux Jeux africains. On a gagné la médaille d'or. Oui, j'avais les cheveux longs, c'était l'époque, hein, c'était l'époque des... La médaille d'or, hein. La médaille d'or, la médaille d'or. Ici à Alger. Ici à Alger, à la salle Hacha. Et comme à l'accoutumée, une salle archi-comble. Hein. Archi-comble. Il y avait même au moins 3 à 4 000 spectateurs, sinon plus à l'extérieur du stade. Et là Là... c'est avec la DNC, je pense. Oui, je crois que c'est en club, ça, oui. En club, avec la DNC, oui. C'est... Ouais. Ça, c'était mes... Voici, et ça, c'est le jubilé. C'est le jubilé, oui. C'était le... Personne ne m'a proposé de le faire. Au bout d'un moment, on me disait, alors, quand je l'ai fait, je ne vous cache pas que je l'ai fait tout seul. Hein. Heureusement qu'il y avait à l'époque, d'ailleurs je l'en remercie énormément, c'est le ministre de l'époque, Selal, qui m'a immédiatement tout donné. Il m'a reçu immédiatement, il m'a tout donné pour le faire. D'ailleurs, c'est ce qui a permis même de laisser un peu d'argent au niveau de la fédération, quand il y avait M. Termi qui était président, parce qu'il m'a dit, j'ai pas de sous pour le faire. J'ai dit, ne t'inquiète pas, si c'est des sous, on va en ramener. Et ce qui nous a permis aussi de faire quelques jubilés en Tunisie, grâce à la cagnotte que nous avons mis de côté. À présent, on va écouter les témoignages de vos coéquipiers. Voilà, j'y arrive, en équipe nationale, ils vous connaissent parfaitement bien, et ils disent que de belles choses, de bonnes choses concernant votre personne. Toujours des extraits du reportage consacré, réalisé surtout par notre ami Abdelrazak Dakar. Je crois qu'il est devenu dentiste le jour où il a perdu sa dent en contre-attaque avec Belinda, qui était un joueur robuste, qui était également international de football. Camara, d'une manière générale, c'est ça. C'est le joueur, le gagneur, le bon copain. Camara, d'une manière générale, c'est ça. C'est le joueur, le gagneur, le bon copain. Qu'il n'abandonnait jamais ses amis. C'est un joueur qu'il vaut mieux avoir en tant que coéquipier que plutôt qu'adversaire. Nous étions amis et je pourrais même dire que nous vivions comme des membres d'une même famille. Alors, on vient d'avoir les témoignages de Bouzrar, Akasha et Hashmi le gardien. Vous êtes d'accord avec Bouzrar quand il dit vaut mieux l'avoir comme ami qu'adversaire? Je l'avais en face, donc, et comme je jouais pivot, donc en défense j'étais à côté, entre lui et Bouzrar, alors j'en prenais des coups. Hein. Oh, mais des coups gentils. Mais ce qu'il y avait de bien, c'est que c'était un match à 100% à DNC, et on se retrouvait le soir.
Et vous vous retrouvez entre- en 2019 en train de parler en toute... Absolument. Oui, oui, oui. Oh, avec Annie, on en a. Comme dirait l'autre, on a fait des vertes et des pas mûres. Avec tous les sous-entendus que. Mais enfin. Avec un beaucoup c'est- plus de pas mûr que de vert. Hein. C'est l'avantage du sport, parce que le sport, il réunit. Fédérateur. Il est fédérateur, il réunit, il vous permet de gagner, donc d'être très content. De Et puis vivre aussi des moments intenses. Des moments intenses, oui, oui. C'est comme un papa qui a un enfant. Il est très content. Et celui qui gagne un match très, très important, c'est la même chose. Vous avez des joies extraordinaires. Vous rentrez en transe. Hein. Moi, je me rappelle certains matchs où on rentre en transe. On est à second. Fatigue générale et tout ça, mais malgré ça, ensuite, bien sûr, on se retrouvait, même les adversaires, autour d'une bonne table, on faisait une bonne bouffe, on plaisantait sur les petits coups qu'on a reçus. Moi, ce qui caractérisait un petit peu ma force, c'était j'y allais jusqu'au bout, toujours jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je ne considérais jamais le match comme perdu. Il faut y aller, il faut y aller. Et j'encourageais mes coéquipiers. C'est pour ça que vous étiez capitaine d'équipe. Oui. Maître prise. Voilà, et puis moi je me dis, un match c'est un match. Il ne faut jamais le prendre à la légère. Quand on allait jouer à Oran ou à Constantine, bien sûr il y avait trois équipes dans le championnat algérien. Mais quand on allait à l'intérieur du pays, je vous assure que si vous ne mettez pas du cœur et de la langue, vous ne gagnez pas. Saïda, des fois on sortait, le match arrêté, parce que c'était des incidents. C'était des incidents et tout ça. Quand on arrivait à toujours les mener et tout ça, et si on lâchait les bras, eh ben, on revenait avec une défaite, hein, ça c'est sûr. Al-Harouche, je me rappelle. Même à Skikda, Sirbu, l'entraîneur de... Médéa. C'est des rencontres très très dures. Et puis on jouait sur du ciment, sur du matéco. C'est pas comme maintenant sur des parquets ou du tartan. Le terrain d'Al-Harouche était en pente. Et puis c'était à l'intérieur d'un lycée, on ne va pas leur en vouloir. Ça ne vous a pas empêché de faire une très très grande carrière. Vous venez de parler de votre force. L'un des points importants de votre force également, monsieur Lounes Amara, c'est que vous n'avez pas négligé vos études. Hein. Vous avez réussi dans les deux. Oui, je ne les ai pas négligés, heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'il fallait terminer, parce que sinon mes parents m'auraient bouffé, comme dirait l'autre, hein, surtout mon père, il me disait tu y vas, mais n'oublie pas de... J'ai eu un petit incident qui a failli me lâcher un peu me faire lâcher le handball. C'est que j'étais parti au tournoi pré-olympique de Munich en 1972. J'avais des partiels, donc j'ai fait un parcours extraordinaire, c'est-à-dire j'ai fait Alger, Marseille, Tunis, pour arriver la veille du match et rentrer le surlendemain du match. Mais chose extraordinaire, c'est que nous avions battu la Tunisie lors de ce match-là. Et j'ai reçu quand même quelques assurances, parce que moi je suis parti 2 jours après, je passais encore des partiels. Je les ai ratés, parce que j'ai continué la compétition. On m'a promis. Oui. Ça m'a quand même un petit peu marqué, parce que quand je suis rentré à Alger, rien n'a été fait. Bon, c'est pas méchant, parce que bon, j'ai repassé quand même 2 ou 3 partiels, je les ai eus, alhamdoulilah. J'ai pas raté mon année, parce que ça m'aurait fait très mal au cœur. Et puis voilà, j'ai continué à être persévérant et tout ça, et j'ai fini par avoir mon diplôme. De dentiste. De dentiste. On va voir les images d'ailleurs en plein exercice au niveau de la régie, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Amara, en plein métier, dans son cabinet, plein exercice. Là également, c'est un extrait du reportage de notre ami Abdelzak Dakar. Le fait de manier la balle, ça vous a aidé un petit peu de manier les outils de dentiste? Je ne dirais pas tellement ça, parce que j'avais quand même d'assez gros doigts. Hein. Mais enfin, ça allait quand même. Ça allait quand même, et ça a donné le dentiste et le champion en même temps. Oui, je faisais ma profession dans d'excellentes conditions, et j'étais assez bon, puisque les patients revenaient tout le temps, donc j'étais très demandé, donc je présume que j'étais un bon chirurgien dentiste.
Et là, quelques années plus tard, en 2019, le comité olympique se rappelle de cette belle carrière et vous prime avec ce très joli trophée. D'ailleurs, merci de l'avoir amené sur le plateau. Une bague hein, à la NBA. C'est une bague à la NBA. Une belle bague. Comme je n'ai pas l'habitude de porter des bagues. Des chevalières. Des chevalières en argent, entièrement en argent. C'est très bien. Peut-être que je ferai une exception. Je vais la mettre. Il faut la mettre. Hein, je vais la mettre. Il s'agit d'olympisme et de valeur olympique. Oui, de valeur olympique. Je tiens à préciser aussi que j'ai fait un geste, puisqu'on m'a demandé s'il y avait une possibilité de faire un petit don au musée du COA. Oui. Et bon, moi, mes enfants ne sont pas très portés sur le sport. Très bien. Et donc j'ai offert pratiquement toutes mes médailles avec quelques coupes au musée du comité olympique, où les gens qui passeront, qui visiteront ce musée. Sage décision. Oui, parce qu'il y a plusieurs athlètes qui ont remis des kimonos, de grands judokas. Et grâce à vous et ces personnes-là, il y aura plusieurs personnes qui vont vous suivre dans votre acte et peut-être ils vont placer leurs précieuses médailles, précieux trophées. Oui, parce que là, je sais qu'elles sont vues par les générations futures. D'ailleurs, dernièrement, donc, au musée olympique, il y a eu donc, une donation du MCA. Et quand on parle du MCA, le MCA, ce n'est pas seulement le football. Et donc, il y a eu 2 personnes qui ont donné, à titre posthume, cette fois-ci, puisque c'est Ahmed Taïb, Allah yarhamou, c'est Kamal Ben Missi, son beau-fils, qui a ramené donc, un ancien maillot de Ahmed Taïb, et des photos du père de Mokhtar Hamani, qui a été un grand athlète aussi. Hein. Coéquipier de Ahmed Taïb. Taïb Marzi, c'est bien ça. Voilà, donc pour la partie nostalgie, le 52 chrono, c'est aussi l'actualité sportive. On va commencer par le championnat national de lutte associée qui s'est déroulé à la coupole Mohamed Boudiaf durant 2 journées. Les images, s'il vous plaît, et la domination de la sélection nationale militaire. Les athlètes se sont distingués lors des épreuves de ce championnat national hommes et dames. Les années passées se ressemblent pour les athlètes du Crépesme de Ben Aknoun qui ont encore une fois raflé un total de 13 médailles d'or, 6 en lutte gréco-romaine et 7 en lutte libre, suivi des lutteurs de la Ligue d'Alger avec 5 médailles, 3 médailles d'or en lutte gréco-romaine et 2 en lutte libre. La Ligue de Blida a pris la 3e place en lutte libre, alors que la Ligue de Biskra a créé la surprise en prenant la 3e place en lutte gréco-romaine. Dans la spécialité donc gréco-romaine, les lutteurs de la sélection militaire confirmaient une nouvelle fois leur suprématie grâce à la présence des athlètes de la sélection à ce premier rendez-vous de la saison sportive 2018-2019, une compétition qui s'est déroulée en même temps que la soirée des Awards donc à l'hôtel Sheraton. On va écouter, juste avant d'écouter les impressions, je voudrais avoir l'avis de notre consultant Nordin Hani sur la domination de la sélection militaire, pas uniquement en lutte, mais dans différentes spécialités. On les a vus dernièrement, ils ont été champions d'Afrique en boxe. Je l'ai toujours dit. Vous avez commenté d'ailleurs la boxe. Absolument. Il faut s'imprégner de cette discipline quand le sport militaire. Ça existait même avant. L'équipe de football de 82 venait de Lemets. La majorité était donc sous la coupe de Marloufi, des frères Soukan, Wadikan. Il y avait, tous les sportifs étaient pris en charge parce qu'à l'armée, il y a le sérieux, il y a les moyens. Je parle de moyens matériels. Quand on voit la belle salle qu'ils ont faite, je ne sais pas si tu l'as vu, Lounès, au niveau de l'ancien CNEPS, ils ont fait une superbe salle. C'est la plus belle. Une salle d'athlétisme, mais en même temps. Une salle de haut niveau, hein, de haut niveau. Et c'est la seule en Afrique. Hein. Absolument. Elle est parmi les meilleures au monde. Moi, je l'ai vu, comment elle est faite, comment elle est conçue. Donc, on l'a toujours dit, il faut donner maintenant beaucoup plus le sport aux militaires. Parce qu'eux, ils peuvent faire marcher les choses. Au point où on en est, hein, au point où est arrivé le sport algérien, je pense qu'ils sont en train de le démontrer à travers ces résultats de club. Sport militaire à la rescousse, sport militaire, sport civil. Absolument, et je pense que Lounès peut dire un mot sur ça. Oui, parce que j'ai vécu ça, moi, de mon temps. Hein, c'est-à-dire, j'ai représenté le sport militaire. L'équipe nationale militaire. Parce que à l'époque, c'était pas encore très, très structuré et tout ça.
Donc on a fait appel à nous une fois pour représenter les militaires. On est parti à Lvov, en Ukraine, et à Moscou. Et j'ai représenté aussi l'équipe nationale de la police, qui n'ont jamais gagné un titre, parce que les autres nations, ce qu'ils faisaient, c'était mettre comment on appelle ça, des civils, et ils gagnaient tout le temps toutes les coupes, et puis à l'époque, ils ont fait appel à nous, et on a gagné la première médaille d'or en police. Voilà. On va écouter les impressions des athlètes qui ont eu des médailles d'or dans ce championnat national de lutte au micro de Malika Cherifi, notre collègue. الحمد لله كان بالتعب والجهد تاعنا في الفريق الوطني بيان سور، وهذه البطولة الجزائرية كانت في المستوى الحمد لله. دوكا احنا نخمو في البطولة الإفريقية إن شاء الله، نحافظوا على اللقب الإفريقي إن شاء الله العام هذا إن شاء الله، والعام الجاي إن شاء الله نبريباريو إن شاء الله التأهل الأولمبيات إن شاء الله. الحمد لله وبريبارينا لعبنا ماتش اللي فات، وإن شاء الله القادم أحسن إن شاء الله. ما زال إن شاء الله البطولة الإفريقية إن شاء الله التي تقام في تونس. فرقات عبد الكريم من المنتخب العسكري ببناء كنون، وزن 55 كيلوغرام. تحصلت على ميدالية ذهبية في بطولة الجزائر، كانت ليست صعبة، متوسطة، والحمد لله احنا خدمنا، وإن شاء الله مازال نخدموا إن شاء الله بطولة إفريقية إن شاء الله، بطولة العالم إن شاء الله، والألعاب إفريقية إن شاء الله. واش نقول لكم، لا كومبيتيسيون كانت مليحه، شغل المستوى صافا، ومع اللي كنت معها اللي لعبت معها كانت ثاني عندها نيفو، كانت في الفريق الوطني ديجا، مي الحمد لله كانت سينيور، هي كبيره عليا من كبر، انا شي جونيور، لا ديرنيير اني تاعي جونيور هذا العام، مي الحمد لله ربي وفقنا وخدمنا انا وياها، خلاص الماتش 4-2 والحمد لله في زوج خدمنا كومبات شابه والحمد لله. كاين نيفو صافا، كاين نيفو، مي ما كانش بنات بزاف، مي نورمال تتعب في الخدمه، تتعب شويه، والحمد لله تحصلت على المرتبه الاولى، وان شاء الله مازال نلعب جونيور ان شاء الله هكا بخي 2 سمان، وان شاء الله نكلاسي الاولى ثاني، ورانا مبريباريو ان شاء الله الشامبيونات دافريك في مود مارس تونيزي، وان شاء الله نكلاسو الاولين وربي يكون في العون ان شاء الله. مستوى متوسط الحمد لله، كما احنا نقولوا اعضاء المنتخب الوطني برزوا كما احنا نقولوا السوبرماسيون تاعهم، ونشكروا لجان اللي راهم يبداو يبانوا، كاين لجان شويه اللي بانوا نشكروهم، وما بينا يدعموهم ان شاء الله باش ينافسوا. ما يخفاكمش بلي احنا منتخب وطني عسكري، هو المنتخب الوطني مدني، وهذه لا سوبريماسيون ما جاتش دو هازار كما احنا نقولوا، جات دابري ان ترافاي كما احنا نقولوا تاع عوام وعمام وترافاي سيونتيفيك. ما يخفاكمش الحمد لله هذه السيطره جات ماشي باش الناس ما يحكمنا الغرور، ولا احنا في بريباراسيون بور لينا احنا لي زوبجيكتيف انترناسيونال ان شاء الله اللي عندنا لي جو مونديو ان شاء الله فلاشين ان شاء الله. Voilà, et pas de repos pour la sélection nationale puisqu'elle a tout de suite entamé un stage de préparation au centre de Suidanie, un centre de regroupement des équipes nationales en vue du challenge international Henri de Glane prévu du 1er au 3 février à Nice en France. Et bonne chance pour nos athlètes. On quitte la lutte pour parler cette fois-ci de cross-country, la 8e étape du challenge de la Fédération algérienne d'athlétisme, qui a eu domicile cette fois-ci à Tizi Ouzou avec le traditionnel cross Saïd Cherdewi. Une très bonne ambiance sur place. C'est un sujet, on va écouter le sujet. On va revenir avant cela, on va revenir s'il vous plaît. Avant de balancer le sujet, c'est voilà, c'est un sujet bien préparé que vous allez découvrir et prendre plaisir à découvrir les belles images sur un parcours, les parcours des frères Chaban. Du monde de Sidi Valois, on atterrit sur les terres des Chaban pour assister au 35e challenge Saïd Cherdewi, avec une touche bien colorée en tenue kabyle. Et après avoir pris un grand plaisir à contempler les petits bambins en train de parcourir le tracé, place au challenge Cherdewi, et c'est une fille de la région qui domine la course des cadettes. Tinhinan Kedri de la jeunesse sportive de Azazga, bien emmenée par son coach Mekri Rizqi, s'impose aisément devant Ahlam Belhawas de Dra' Ben Khadda et Alicia Akartar de la JS Kabylie. Les objectifs participer les compétitions internationales
Inch'Allah, je garde Martin juste une préparation pour la piste parce que la spécialité nous sprint. La spécialité nous 400-200. Inch'Allah, je garde une préparation. Aïssa El Filf de Jijel dominera ensuite la course des cadets garçons, une 4e victoire cette saison devant Adam Bouljaj de la même région et Issaad Issam de l'Olympique Oulad Feit. بالنسبة للسباق كان مضمار صعب لكن السباق كان سهل في المتناول هذا بفضل التدريبات والحمد لله تحقق المرتبة الأولى إن شاء الله. فوز رابع تواليا في مهرجانات وطنية وإن شاء الله بطولة وطنية عاد بريف إن شاء الله. L'école de Oulad Feit s'imposera ensuite tactiquement grâce au junior Abdelrahim Chebli premier et Bali Fouad 3e alors que le Djidjilien Karim Bouljaj prendra la 2e place. كان صعيب شويه مع الباركور هذا صعيب بزاف شويه وما جاتش بالسهل هذا الخدمه كاع جات بالفضل ونطرينمو مع سيدي علي الشيخ صخري كثر خيره ونطرينا بينا وقام بينا كثر خيره رحنا عنده في دار وثم قاعدين من آلج من مسيره قاعد عنده في آلج وقايم بينا احسن قيام. Avant-dernière course au programme, celle des juniors seniors dames dominée par les Éthiopiennes Négéri Hawi Alemou et Chito Woudessa. Reham Sennani, première algérienne à atteindre la ligne d'arrivée, elle prend la 6e place. ውድድሩ በጣም አሪፍ ነው እና ግን ጭቃ ይበዛል በጣም ታግለላም. Un véritable test de haut niveau s'impose ensuite pour nos crossman en présence des Éthiopiens et Kenyans. Ajoutez à cela la difficulté du parcours. Ali Green et Hicham Bouchicha ne tentent pas le diable mais collent surtout au groupe de tête. La victoire finale sera éthiopienne grâce au duo Tessema Achagri et Adlen Belet. L'Ougandais Philippe Kipiego prend la 3e place. Ali Green et Hicham Bouchicha de la sélection militaire terminent respectivement 5e et 6e. السباق كان في المستوى كان صعيب من ناحية المضمار ومن ناحية أخرى من العدائين الكينيين والإثيوبيين والحمد لله التحضيرات اللي قمنا بها مع المدرب سعيد حميم نشكره قدرت حصل على المرتبة ال5 وإن شاء الله مازال قدام. Il a fait beaucoup de déclarations قال لك باللي c'est un cross difficile avec les concurrences de Ouganda les athlètes éthiopiens kenyans. Voilà, belle ambiance sur ce très beau parcours. On devait avoir comme invité Farid Boukaïs, le président de la Ligue de Tizi Ouzou. Malheureusement, il n'est pas venu en raison du décès de sa tante Rabbi Al-Haman. Les condoléances du service des sports de la télévision algérienne. Et puis concernant ce beau parcours et ce cross qui est devenu international au fil des années, on va vous passer un témoignage de notre ami Mohamed Haouchin qui a l'habitude de couvrir pas mal d'événements sportifs et culturels dans la ville de Tizi Ouzou. Eh bien, il dit que du bien de ce challenge. Il espère qu'il soit pérennisé dans le calendrier national. Mohamed Haouchin, on l'écoute. Un cross digne du regretté Saïd Cherdoui, qui était un grand crossman. À l'époque, c'était le porte-flambeau de la JS Kabylie, de la Kabylie même des années 50, il faut le rappeler. Aujourd'hui, donc un terrain un peu boueux, mais un très beau parcours. En tous les cas, je tiens à féliciter les organisateurs, les responsables de la Ligue d'athlétisme de la Wilaya Tizi Ouzou, à leur tête Farid Boukaïs, qui est un ancien crossman de dimension internationale, il faut le rappeler, qui ont eu en tous les cas le flair à avoir Lounès Amara, je rappelle, qui a été primé par le comité olympique algérien. On va parler de handball juste après. Cette fois-ci, basketball, 16e de finale de Dame Coupe dominé par 4 forfaits. Ceux de Biskra et Skikda, le RC Constantine et le CS Etiaret. Par contre, il y a eu un très beau derby à l'est entre l'IR Borj-Bouaïdj et l'Olympique sportif de Borj-Bouaïdj. Sur le papier, l'IR BBA était favorite, alors qu'il y a eu l'effet contraire. C'est l'OS Borj-Bouaïdj qui a eu le dernier mot, comme nous le dit Smaïl Ben Qaidian, notre ami de la station régionale de Constantine. Pour les 16e de finale de la Coupe d'Algérie basketball, eh bien, il y a eu un derby à Borj-Bouaïdj entre l'OSB et l'IRBB. Et les deux pensionnaires de l'élite eh bien, ont eu du mal à se départager dans le premier carton qui fut très serré. Mais ce sont les Blancs de l'IRBB qui ont pris l'avantage, léger mais quand même avantage dans le premier carton. Le deuxième carton verra la bonne réplique de l'OSB
Mais l'IRBB maintiendra le cap et terminera ce deuxième carton sur le score de 37-32. Et le troisième carton verra un revirement de situation puisque l'OSB reviendra à hauteur de son adversaire. Et les belles phases de jeu se succèdent. Et le troisième carton se termine 52-50, score serré qui nous donnera un carton ultime de très haute facture avec un excellent OSB qui prendra l'avantage malgré le retour de l'IRBB en fin de rencontre. Mais il était dit que l'OSB prendra ce match 68-63. Très belle qualification de l'OSB face à l'IRBB. حضرنا مليح لهذه المقابله على بالنا باللي الديربي راح يتلعب على كالكو ديتاي، يتلعب على جزئيات صغيره. كانوا متفوقين علينا في الربع الاول والثاني، وهذا الشيء ما خلاناش نفشلوا، وكملنا نلعبوا بهذيك العزيمه والاراده وقدرنا نسيطروا على التحضير النفسي تاعنا. يعني حضرنا بزاف من الناحيه النفسيه واللاعبين كانوا مركزين وطبقوا التعاليم والحمد لله. يعني جرت المباراه في كل روح رياضيه. الكل يعلم انه الكاس الجمهوريه عندها مفاجآت، هذه واحده. اثنين، الفريق تاع الأو اس بي راه في تطور مستمر لانه راه جيراننا ورانا نشوف على حساب النتائج اللي داروهم في البطوله راهم يجوا غير بالعقل. وكانوا اليوم احسن منا يعني كانت عندهم اراده اكثر. Alors, pour être plus complet concernant le basket, le tirage au sort des huitièmes de finale de Dame Coupe a eu lieu donc ce lundi et ça donne à GS Pétrolier, tenant du titre, qui fera son entrée dans cette compétition puisqu'il est le tenant du titre. Il affrontera justement cette équipe de l'OS Bourg-Bouaïj. Serbed Albeda, Mbestawali, Guet Constantine face au Nasser du Sendé. Le MC Saïda jouera face à TRA Draria. La Fakh Moustaranam face à l'USM Blida. Bawagi face à Mustaqbal Ouled Shbel. L'OMS Miliana jouera face au Rouiba Club Basketball et l'Union Sétifienne affrontera le Wydad Boufarik. Ça sera le choc des huitièmes de finale, une finale avant la lettre. On arrive au handball, Nordin Hani et la 14e journée avec comme principal enjeu la qualification au play-off. Oui, c'était la dernière journée de cette première phase, donc qualification au play-off. 4 équipes, les 4 premières se qualifient pour les play-offs, les 4 autres jouent pour le play-down. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que la première équipe, celle qui se qualifie en premier, donc chaque groupe part avec 2 points de bonus pour les play-offs. Avantage. Alors, cette semaine, on a choisi un match, c'est celui qui est opposé Berraqi à la JS Saoura. Pourquoi? Parce que la JS Saoura était concernée par cette place au play-off. On n'en dira pas plus. On va laisser une belle histoire que vous raconte Nordin Hani à travers ce reportage. Ça va certainement vous plaire. Je parle des amateurs de handball. Pour le compte de la dernière journée de la première phase, la JS Saoura avait un difficile déplacement à Berraqi. L'équipe locale ayant assuré sa qualification au play-off, la Saoura, elle, devait gagner son match pour être le 4e qualifié du groupe. Prévu à 15 h, la rencontre a failli être annulée, encore une fois, pour absence de la paire d'arbitres. Échauffement perturbé, déconcentration des joueurs, mais finalement, messieurs Chaya et Farrah arriveront avec plus d'une demi-heure de retard suite à une crevaison. Le match peut enfin commencer. En première période, le jeu sera équilibré. Au but de Berraqi, la réplique sera immédiate côté Saoura. Et c'est logiquement que la mi-temps sera sifflée sur un score de parité. La lutte à distance avec Al-Harrouch pour la 4e place n'était donc pas encore gagnée. En seconde période, le coach de la Saoura, voyant que le danger venait du jeune
prodige Hassadok va carrément monter sur lui, ce qui diminuera de la hargne de Barraqi, privé de son entraîneur Karim Bechkour. La fin du match connaîtra un suspense, le mano à mano continue, les plus motivés, les sudistes finiront par l'emporter et laisseront éclater leur joie. Logique, ils rentrent dans l'histoire. C'est un match qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Je remercie vivement l'équipe de Barraqi d'avoir joué le jeu, d'avoir respecté l'éthique sportive. Le match ça s'est disputé surtout en deuxième mi-temps où on a su rester très calme, c'est ce que je leur ai dit, rester très calme. On est sorti sur le porteur, sur le meilleur joueur de l'équipe, qui est en l'occurrence Hassadok. C'est ce qui a marché. J'ai insisté sur les montées de balles, les contre-attaques. J'ai fait rentrer un deuxième gardien de but et un ailier plus vif. C'est ce qui a donné, je dirais, c'est ce qui a donné un bon fruit. هذه تفتح لك الشهيه بيان ان شاء الله باذن الله حنا دوكا نصدفوا نحطوا الاوراق تاعنا نرتبوها ونعاودوا نخموا ان شاء الله عندنا كاس الجزائر الاسبوع المقبل ان شاء الله ومن بعدها نشوفوا دوره اللقب باذن الله يكون ان شاء الله استقدامات وتعزيز الفريق وان شاء الله ممكن مفاجاه اخرى ان شاء الله باذن الله في قدم الايام ان شاء الله. Les 4 qualifiés Nordin Hani des 2 groupes respectifs A et B sont connus. Donc c'est Ain Touta qui, en battant donc les GS Pétroliers qui étaient seconds, qui terminent en première position, qui partent avec les 2 points de bonus. Le groupement sportif des pétroliers, le CRB Barraqi. El Harrouch et Saoura terminent à la 4e place, mais grâce au goal average particulier, puisqu'ils avaient fait match nul à domicile face à Saoura, ils ont été battus par Saoura. C'est Saoura qui passe pour la première fois dans l'histoire, Saoura qui passe au play-off. Dans le second groupe, qui est parti battre la GS Skikda termine à la première place, partir avec les 2 points de bonus. Ouergla, autre équipe du Sud, qui termine en seconde position, la JS Skikda, des habitués du tournoi play-off. Et enfin, l'OM Annaba qui revient. C'est une grande école. Il peut l'affirmer, donc Lounès. Annaba, ça a donné de grands noms. Lamjadani a joué à Annaba, il y a eu les Negli, les Farfar. D'ailleurs, son premier titre, il vient de le dire tout à l'heure, c'était face à Annaba, c'est bien ça? Oui, l'USM Annaba. Ouais. Et donc après une longue année de disette, ils reviennent à la compétition et se qualifient pour les playoffs. Donc déjà l'avantage pour les playoffs, c'est qu'ils ne sont pas concernés par le maintien. Donc ils vont jouer 2 objectifs atteints. Absolument. Ils font mieux que leur premier objectif. Voilà, donc c'est une bonne chose que le handball à Annaba revienne, parce que c'est des clubs qui se construisent sur la formation du cru. Alors que d'autres formations, il suffit d'avoir un budget conséquent, il y a un Wally qui arrive et qui aime le sport et qui donne une grande subvention. On peut acheter des joueurs et monter une équipe qui va durer 1 ou 2 années et disparaître. Les exemples sont frappants. Et puis, il y a d'autres clubs qui n'ont pas beaucoup de moyens et donc ils sont obligés de travailler dans la formation. Bravo à Annaba. Les temps ont changé, M. Lounès. Eh oui, parce que surtout à l'Est, il y avait 2 grands pôles de formation. C'était le Annaba et puis il y avait Skikda. Un petit peu Constantine, les débuts, les fin 60, et ensuite qui s'est mis en retrait, alors qu'ils avaient quand même une salle à Constantine. Donc ils sont un petit peu en faute d'avoir laissé tomber un petit peu cette discipline. Ils ont même plusieurs salles à Constantine. De mon temps, ils en avaient une seule. Et maintenant, il y en a une autre, une petite, mais qui peut servir aussi à... Oui. Pourquoi je vous avais posé la question, les temps ont changé, c'est pour avoir votre avis, surtout comment vous avez vécu
On va bien spécifier la régression du handball algérien ces dernières années. Et oui, parce que bon, maintenant, c'est devenu un peu professionnel. Donc, automatiquement, certains clubs ont mis les moyens. Et ils ont pris les meilleurs joueurs de certaines régions, comme Annaba. Ils ont vu leurs joueurs venir à Alger, aller dans le sud. Skikda, il y a une très bonne encore école. Il y a plusieurs internationaux qui sont retournés quand même à Skikda, qui relancent un petit peu. Mais je ne sais pas ce qui se passe, ça ne suffit pas encore. Mais j'ai bon espoir que cette région, qui est un grand pôle du handball, puisse revenir au devant de la sélection. Alors, on va revenir à ce qui constituait un petit peu le grand boom du handball algérien durant les années 70 avec l'école roumaine, les Koustaches, et un petit peu pour montrer surtout aux handballeurs d'aujourd'hui qu'il y avait un travail de base qui se faisait. Et vous êtes là pour en témoigner, vous n'êtes pas seulement nostalgique de cette époque, mais vous êtes surtout, vous avez vécu la belle époque, vous avez vécu le travail de base qui a été fait à cette époque. Oui, il y a eu, nous avons choisi d'excellents entraîneurs à l'époque, parce que ce qui dominait le handball mondial, c'était les pays de l'Est. Donc nous avons ramené un petit peu les grands noms des pays de l'Est, comme Kostas, qui est resté 5 ans quand même. D'abord, il y avait Pavel Boineski, qui a été champion du monde en 67. Donc nous avons ramené Pavel Boineski, qui était quand même un grand nom du handball. D'ailleurs, j'ai vu, parce que Lamziadani, avec l'équipe nationale, a fait un stage en 1967. Il y a eu ceux qui visitent le musée, parce qu'il nous a fait visiter le musée qui était à Prague, où il y a une très très belle photo de Lamziadani en désaxé à 180 degrés. Il est dans le musée de Prague. Chose qu'ici, bon, on vient de créer notre musée. Donc bon, on voit un petit peu le décalage extraordinaire qui existe en matière de développement de la discipline. Alors, oui. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu Kostas, donc j'ai dit pendant 5 ans. Ensuite, on a eu Sirbu, on a eu l'Allemand de l'Est, Calderache. C'était l'école des pays de l'Est. Bon, par la suite, d'autres nations sont venues. Et ce qui est un peu, je dirais qui était un peu désolant, c'est la fuite de nos meilleurs joueurs, en tant que joueurs, en tant qu'entraîneurs, à l'étranger, que ce soit en France ou avec... On n'a pas su profiter et les garder, surtout ici. On n'a pas su les garder, les profiter. Bon, il fallait donner des moyens. Les moyens, il y en avait. On hésitait. Je me rappelle, quand j'étais à la fédération, on avait ramené Kamel Aqab, où on lui a donné un excellent salaire. On avait insisté avec le ministre, il lui a donné un excellent salaire, parce qu'il touchait plus de 3 000 € en Tunisie. Chez nous, on disait c'est impossible de ramener le sport. Pour avoir de très grands résultats, il faut mettre quand même la main à la poche. Il ne faut pas laisser nos bons entraîneurs partir faire les beaux jours des autres nations. On revient sur l'époque Koustache, si vous permettez, avec un extrait d'un documentaire qui est réalisé par Fouad El Hamani en 1975, juste après les Jeux méditerranéens de 75, et un reportage où on montrait un petit peu l'évolution du handball algérien et l'équipe qu'il y avait, la belle équipe qu'il y avait à l'époque. Reportage. Les handballeurs algériens aux Jeux méditerranéens, avec d'autres succès antérieurs non négligeables. Les autres, ils font des combinaisons. Tout cela depuis qu'un certain Kostas, ancien de la prestigieuse équipe roumaine plusieurs fois championne du monde, dirige l'entraînement de l'équipe. Avec beaucoup de compétences, de sérieux et de passion. À 3 là-bas! Les résultats ont fait que la vulgarisation de ce sport sur tout le territoire roumain s'était fait très rapidement, qu'on a eu une base solide de sélection des éléments valeureux pour l'équipe nationale, et on a eu aussi bien le choix. En premier temps, le sport d'élite il a donné un apport substantiel au sport de masse,
Et par contre, maintenant, je crois que c'est le sport de masse qui donne un apport très grand au sport d'élite. Après les championnats du monde, je pense que vous avez dû constater comme nous qu'il y avait quand même une différence de palier entre cette équipe nationale qui venait de remporter les championnats d'Afrique, qui a été championne maghrébine, qui s'est qualifiée au championnat du monde. Et le niveau mondial. C'est ça. Sur ce plan-ci, avec l'équipe actuelle, on ne peut rien faire. Pourquoi on ne peut rien faire? Parce que c'est un problème de gabarit. Or, avec l'équipe actuelle, ce problème de gabarit, on ne peut pas le résoudre et je crois que c'est un problème d'avenir qui se place au niveau du travail de sélection qui doit se faire, de prospection et du travail à la base. Du travail à la base qui demande de patience surtout parce qu'on doit travailler avec des joueurs d'un grand gabarit qui ont des moins qualités, surtout l'agilité, et qu'on doit développer cette qualité-ci avec leur gabarit qu'ils ont pour pouvoir arriver en temps assez court au niveau des physiques des équipes européennes, des équipes qui sont parmi les meilleures équipes du monde. À l'époque, Nordine Hani, on pensait à régler ce genre de problème. Donc le problème de taille, problème physique, alors qu'aujourd'hui, on est en train, on est à la recherche d'un bon entraîneur. Le problème, il n'est même pas là. Avant, il y avait une stratégie. Il y avait une réflexion. Et ça faisait partie de la stratégie. Mais bien sûr. Il y avait une évolution d'une étape à une autre. Bien sûr, le fait de ramener Kostache, ce n'était pas un hasard. Le handball algérien avait déjà de la patte. Il y avait des joueurs, vous avez vu le nombre de joueurs qu'on a vus. Ils venaient de tous les clubs. Et donc, il fallait une stratégie. Il y avait une fédération qui avait une stratégie. Il y avait un ministère qui suivait la stratégie. Lounès peut vous en parler beaucoup plus que moi, parce qu'il était beaucoup plus, il était avant moi en équipe nationale, et il était titulaire, il était capitaine d'équipe. Donc porte-parole, c'est lui qui était dans le devant. Il faisait partie de ce projet un petit peu d'évoluer. Oui, absolument, c'est ce projet qui a disparu. Oui, c'est-à-dire que pendant les années 60, il y a eu l'hégémonie des Tunisiens sur le plan maghrébin. Donc on voulait que ça change, et puis on s'est dit, pour changer, il faut mettre les moyens. Les moyens, c'est d'abord les moyens humains, parce que nous avions quand même, comme disait Henny, la patte. Donc, mais cette patte, il faut la travailler. Hein. Pour faire du bon pain, il faut savoir bien pétrir la patte existante. Et c'est ce qu'on a fait en ramenant des entraîneurs étrangers qui ont commencé à faire un bon travail au niveau de la discipline, de la régularité, c'est comme ça, et puis petit à petit, ça a porté ses fruits. Il y a aussi le premier projet, parce que c'était le sport scolaire et universitaire. C'était la base, c'était la base. Départ. Il y avait un engouement extraordinaire. Le stade Ouagnouni, tous les jeudis, il était plein à craquer. C'était extraordinaire, de minime jusqu'à senior. C'était ça, il y avait un travail qui se faisait, il y avait un projet d'avenir. Maintenant, le sport scolaire a disparu. Déjà. Il y a même certaines personnes, parce que j'ai vécu ça, moi mes enfants, je les ai tous obligés à faire du sport au niveau des écoles scolaires. Tandis qu'il y a d'autres personnes, j'avais beaucoup de confrères qui étaient médecins de la médecine du sport, au niveau des UDS, tout le monde ramenait des certificats médicaux pour ne pas faire en dispensant. Alors que c'est après les études, la première préoccupation de parents, c'est de faire appliquer une pratique sportive à leurs enfants. Même pas forcément pour être athlète, mais déjà pour la santé. Pour la santé. Et ça a régressé. Donc si on comprend bien, le point de départ, c'est le sport scolaire, et de là est parti le projet pour atteindre l'élite. Voilà, parce que nous sommes tous sortis du sport scolaire. Hein, et il n'y avait même pas des conseillers en sport à l'époque. Pas du tout.
Pas du tout. Des maîtres de PS. Des maîtres et des maîtres. Savaient planifier à long terme. Absolument. Absolument. Ah oui, ça c'est un message. On ne vous a pas oublié, Nordine Hani, puisque vous étiez, vous également, international, et on a eu la chance de découvrir, de trouver des images au niveau des archives de la télévision algérienne. J'ai même failli jouer à la DNC, ça peut-être que Lounès ne le sait pas, mais au moment de la réforme, moi je jouais au groupe laïque. Oui. Et donc on était un petit club, on n'avait pas beaucoup de moyens, on dépendait du MJS, on nous avait demandé de choisir entre le Nadit et la DNC. Et donc Aziz Drouaz, qui était notre entraîneur, a fait une réunion et nous a dit voilà, on a le choix entre le Nadit et la DNC. Si on va au Nadit, je suis votre entraîneur. Si on va à la DNC, c'est Bouzalfalor qui sera l'entraîneur. Et on a été au Nadit. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. On va voir quelques images lorsque vous étiez honnête face au MPA à l'époque, c'est le Mouldia pétrolier d'Alger. De belles images et une belle chevauchée de Nordine Hani. Vous allez la commenter avec nous, certainement. C'était, écoutez, moi, ma force c'était ma vitesse, hein, c'était ma vitesse, surtout quand je jouais au Nadit avec un. On va changer de VTR, oui. Avec un Heshmi, c'est quelqu'un qui vous donne la balle millimétrée. Moi, donc, je savais déjà que lorsque le joueur qui montait, par exemple, si Lounès montait aux 9 mètres pour tirer, et que moi j'étais à l'aile en défense, j'avais plus rien à faire. Hein. Ah oui, il y avait donc j'anticipais et comme on avait un bon gardien, donc la contre-attaque était rapide et puis voilà donc. Les images sont prêtes, voilà, c'est pour faire plaisir aux fans de Nordine Hani qui sont nombreux à le suivre. Voilà, l'image est claire cette fois-ci et Nordine Hani qui va partir très rapide. Voilà, c'est Nordine Hani, il va recevoir la balle et Lamjadani qui vient de toucher cette balle. Et une attaque très rapide. Aïzé Nordine avec notre ami Dakar. Ça c'était avec le Nadit, hein, face au Mouloudia. Mouloudia qui était entraîné à l'époque par Drouaz qui avait quitté le Nadit pour aller au Mouloudia. Et donc c'était la grande équipe du Nadit. J'ai réussi donc à être dans cette équipe. Ça a été une fierté pour moi de jouer aux côtés de Lamjadani contre Lounès Amara, donc dans des derbys vraiment passionnants et très très chauds. Donc c'était vraiment voilà, c'était quelque chose. Ça c'est pas Zour, non c'est Rachel. Voilà, donc Aziz Drouaz donc, sur l'autre banc. Mais il n'y avait pas autant d'équipes que maintenant. Le problème, c'est qu'on était le championnat. Maintenant, le championnat, il y a deux groupes de 10 équipes. Ça fait de 8 équipes, pardon. Ça fait 16 équipes qui jouent le championnat d'excellence. Moi, je l'ai toujours dit, si on a 16 équipes qui peuvent jouer l'excellence, si on prend 10 joueurs de niveau de l'excellence, ça nous fait 160 joueurs, 16 par 10. Avec 160 joueurs d'excellence, on est champion du monde. On est champion du monde. C'est pour ça que maintenant, il n'y a pas de niveau de championnat. Avant, chaque match était important. Il y a un décalage entre... Avant chaque match, avant quand on jouait, il n'y avait pas de match facile. Tu ne gagnais jamais par 20 buts d'écart. Bien sûr, bien sûr. Non. Sauf contre certaines équipes faibles, mais ce qu'il y avait de bien aussi, c'est qu'il y avait, comme nous étions, comme le précisait Costache, que Dieu ait son âme, parce qu'il est décédé, les Algériens, nous étions petits de taille, mais très vifs. Très vifs. Donc il a mis en place, nous avions une équipe de contre-attaque extraordinaire, même au niveau international. Hein. On battait certaines... Un style propre à nous. Propre à nous. Et ensuite, nous avons, bien sûr, les entraîneurs ont mis, comme nous étions aussi petits de taille, différentes défenses, parce que nous ne pouvons pas rester à 6 mètres. Avec des gabarits comme les nations étrangères, une défense à 6 En attendant de préparer les grands gabarits d'ici. En attendant que maintenant, les jeunes qui sont à l'heure actuelle, ils ont quand même un gabarit qui est assez important. Et il faut, je pense, adapter d'autres techniques et d'autres, ne pas rester toujours avec des... techniques anciennes. Voilà, classiques. Classiques. En plus, les grands clubs faisaient dans la formation. Par exemple, vous allez à la DNC avant,
toutes les catégories de jeunes étaient en finale. Absolument. Toutes les catégories de jeunes. C'était les grands clubs. Mais il ramenait pas beaucoup, à part Akesha et Farfar qui sont venus d'Annaba. Les autres, c'était des joueurs, des anciens de la DNC. Et ensuite, Hebri montait de la DNC. Il y avait beaucoup de joueurs qui montaient des équipes. Parce qu'il y avait une bonne réflexion et un certain colonel Aouchiche qui veillait sur cette bonne réflexion. Mais dans tous les clubs, c'était comme ça. Le NAD, c'était pareil. Le Nadid, c'était pareil. Le Nadid, les Belhoussine, ils sont tous montés des catégories de jeunes. Maintenant, c'est des équipes qui achètent c'est des clubs qui achètent des équipes toutes faites. Ils achètent toute une équipe, ils prennent un titre avec, et après... Et une année plus tard, on disparaît. Dès que les fonds disparaissent, le club disparaît. Et c'est pour ça qu'on est resté un petit peu nostalgique de l'époque des années 70 et années 80, même s'il y a eu ce titre en 2014, mais ce n'est pas révélateur de la bonne santé du handball algérien à l'époque. Voilà, on est revenu sur votre très belle carrière, Monsieur Lounès Amara. Ce fut un réel plaisir. Quelque chose à ajouter avant de vous laisser partir? Moi, j'aimerais quand même rajouter quelque chose, c'est-à-dire c'est au niveau de la fédération. Je pense que l'Algérie a vraiment périclité dans ce domaine-là parce qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus de... moi, je suis outré qu'on n'arrive même plus à se qualifier à un championnat du monde. On se retrouve à la 16e champion d'Afrique. Nous sommes toujours 4e, 5e, 6e, 7e, alors que nous jouons les premiers rôles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a maintenant une équipe dirigeante qui réfléchit un petit peu pour redonner au handball sa notoriété et puis son aura? Et c'est dommage que des personnes comme Lounès, et il y en a beaucoup comme Lounès, ne soient pas exploitées dans le bon sens. Mais bien sûr. Mais Lounès, il a quitté, il en a eu marre, il a quitté. J'ai quitté parce que j'ai travaillé bénévolement. Hein, je dis bien bénévolement. Voilà. Bon, je n'avais aucune ambition, puisque j'avais une profession, je n'avais aucune ambition. Mais malheureusement, on ne veut pas de gens. Juste rapidement, c'est pour les jeunes de Tniya qui m'ont écrit, leur salle est fermée depuis le 1er février 2011 pour réparation. 7 ans de réparation, c'est trop. S'il vous plaît, ouvrez la salle aux jeunes de Tniya. Voilà, le message est passé. Merci, Monsieur Lounès Amara. On vous souhaite longue vie et d'autres consécrations, pourquoi pas. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain pour le 18e numéro. Merci à Ofal Rouati, Fodil Nordine et toute l'équipe du studio numéro 7. Merci à Monsieur Saïd Smah de l'école de judo de Tizi Ouzou qui nous a offert ce trophée pour nous encourager.